Luc Ferry, vous allez être gentil déjà avec Oui. le micro. Oui, Oui, je l'ai mis justement. Non, mais justement, Et- je viens de le mettre là où il faut. Et c'était page 184, vous écoutiez une dame qui donnait les 7 conseils thérapeutiques propres selon terrifiant, elle ouais. à augmenter Oui. significativement notre taux de bonheur mesurable. Et elle disait cultiver la gentillesse. Ben, elle a raison quand même, si vous êtes gentil avec les uns et les autres, c'est Non, mais pas si mal. vous voulez dire qu'il vaut mieux être gentil plutôt que méchant, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire 50 ans de philo ni de sortir de Polytechnique pour dire une banalité pareille. Mieux vaut être jeune, beau et riche que vieux, laid et pauvre. Enfin, je peux vous en faire comme ça pendant 1 heure si vous voulez. Non, c'est pas ça. Je ne crois pas à l'idée de bonheur. Voilà, je crois que nous avons des moments de plaisir, des moments de joie. On a même des plages de sérénité dans la vie. Et je dirais que la seule définition du bonheur qui tienne un peu la route, c'est la possibilité de la joie. C'est quand je me réveille le matin en me disant que la joie n'est pas impossible. Peut-être je vais rencontrer un ami, je vais prendre un café. Bon. Mais le bonheur qui est défini, vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire philosophique ou Larousse standard. Le bonheur, c'est l'idée, c'est ça que nous vendent aujourd'hui les marchands de bonheur, de psychologie positive et de développement personnel, c'est l'idée qu'on arriverait à un bonheur définitif et qui serait complet. C'est ça qu'ils nous vendent, parce qu'il ne dépendrait que de nous-mêmes. Par exemple, il y a un livre de Frédéric Lenoir, qui par ailleurs est un ami, on a le droit d'être en désaccord, dans lequel il explique, en reprenant les thèses stoïciennes, que le bonheur ne dépend que de notre vie intérieure. Et il va jusqu'à dire, il y a un chapitre entier là-dessus, qu'on pourrait être heureux à Auschwitz. Je pense que c'est totalement faux. Je pense que le bonheur dépend énormément des autres. Moi, j'ai 3 filles. Si une de mes filles va mal, mon bonheur, il est carbonisé. Et je ne parle même pas si elle mourait. Donc, disons les choses franchement. Et donc, il faut un QI de bulot pour croire au bonheur. Voilà. Encore une fois, le bonheur, c'est simplement la possibilité de la joie. C'est déjà énorme. Mais l'idée qu'on va nous vendre un bonheur éternel sur cette terre, parce qu'il ne dépendrait que de nous, seul le chef du camp d'Auschwitz peut être heureux à Auschwitz. Et encore, j'en doute. Parce qu'il faut déjà être vraiment une belle ordure. Et donc, je crois on est en train de nous vendre quelque chose qui est faux, et qui est illusoire, qui rend les gens malheureux, paradoxalement, parce que c'est culpabilisant. Et pourquoi on nous vend ça? C'est ça qui est très important. C'est qui ce on? Moi, j'ai pas l'impression que c'est qui ce on. C'est les plus grandes ventes en France et dans tout l'Occident. Donc, les plus grandes ventes de livres en France, donc c'est mécaniquement, c'est la psychologie positive et la théorie du développement personnel. Vous prenez les têtes de série aux États-Unis, puisque ça nous vient évidemment des États-Unis, dans les listes de best-sellers, c'est toujours psychologie positive, développement personnel. C'est ce qui marche le mieux. Et tout mon livre est fait, non pas pour dire ça, qui est une banalité, parce qu'encore une fois, il faut un QI de bulot pour pas comprendre ça, mais c'est pour expliquer d'où ça vient. Et ça vient, c'est le sous-titre qui est important à mes yeux dans le livre, ça vient du fait que les idéologies de l'après, le bonheur après, se sont effondrées. On était le 3e petit cochon, on est devenu le premier. Pourquoi ? Le 3e petit cochon, il travaille d'abord, il construit sa maison en dur, et puis il va s'amuser après. Le premier, il veut s'amuser tout de suite, et il ne veut pas travailler. Et c'est ce que nous vivons. Pourquoi ? Parce que le communisme et le catholicisme se sont effondrés en France. C'était des idéologies de l'après. Pour les communistes, le bonheur, c'était après la Révolution. Pour les catholiques, c'était après la mort. Je vous donne les chiffres parce que tout est là, et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus, parce que ça explique tout ce qu'on vit aujourd'hui. En 1950, il y a 45 000 prêtres diocésains en France. Et les prêtres diocésains, ce sont ceux qui enseignent dans les églises, qui prêchent, pardon. Il en reste 4 000 aujourd'hui. 95% des Français étaient baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. 4% seulement des Français vont régulièrement à la messe le dimanche. Et le communisme, c'est pareil. 30% des Français étaient communistes en 1950, ils sont 3% aujourd'hui. Les idéologies de l'après sont très fondées. Pour les enfants, le bonheur, c'était après la classe. Pour les salariés, c'était après la retraite. Pour les communistes, après la Révolution. Pour les catholiques, après la mort. Je vais vite, mais c'est ça. On est passé du 3e petit cochon au 1er. Et du coup, la psychologie positive et les marchands de bonheur ont remplacé les grandes religions de salut terrestre et de salut céleste. Et la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 50 ans, il y ait cet effondrement qui change tout à nos vies? Voilà. La réforme des retraites, le psychodrame, le big quit, c'est-à-dire 50 millions d'Américains ont quitté leur job. Si je n'ai qu'une seule vie, si j'ai pas 2 vies, si je n'ai qu'une seule vie, je vais pas la perdre pour la gagner. Voilà. Il manque 200 000 personnes aujourd'hui dans la restauration et l'hôtellerie. Pareil dans les poids lourds, et donc dans les conducteurs de poids lourds de bus, etc. Et donc et les métaverses, vous savez, Horizon World de Meta, Decentraland, Sandbox, etc. vont marcher parce que les gens vont chercher un bonheur ici et maintenant
dans le virtuel plutôt que dans le réel. Donc je développe pas tout ça, c'est dans mon livre évidemment, mais je pense qu'on vit une faille dans la civilisation et qui est très problématique parce qu'en Chine et en Russie, c'est pas comme ça qu'on pense. Je n'ai posé qu'une question. Il est 11h10. Oui, c'est terrifiant. Pardon, je m'arrête. Je n'ai posé qu'une question. Mais il est possible que je sois un peu au chômage parce qu'on dit toujours que je parle beaucoup, souvent. Oui, non, mais pardon, bon, Pascal, je suis désolé, mais il fallait expliquer les choses. Mais vous êtes formidable. Le mot frénésie, d'ailleurs, veut tout dire. Oui, c'est ça, c'est frénétique. Voilà, oui. c'est la frénésie du bonheur. On fait bonheur tout de suite, maintenant, ici, maintenant. Et vos marchands de bonheur, ils disent « Ah, mais on va vous proposer 115 leçons, les coachs, les psychologues positifs qui vont dire « Ah, mais en 15, vous allez y arriver, c'est très facile, il suffit de se centrer sur sa vie intérieure. Devenez narcissique et sauvez votre peau. » Le narcissisme est une crapulerie sans nom. C'est épouvantable. Le narcisse est une crapule sans mots. Une crapulerie sans nom, oui. La pause, cher Luc Ferry, qui est avec nous. À tout de suite et on reviendra. Alors, je salue DJ Fab. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et c'est un bonheur d'être avec vous. Voilà, si vous pouvez nous donner quelques chansons légères, de bonheur. Comme je pense à des gens comme, je sais pas, Carlos, par exemple, nous faire Ah oui, j'ai préparé des petites choses. Voilà, c'est une chanson légère. Et puis je salue alors un des garçons les plus philosophes que je connaisse, puisqu'il fait, comme Monsieur Jourdain, de la philosophie sans le savoir. C'est Monsieur Boubouk, qui s'occupe de la page Facebook. Exactement. Il s'appelle. Alors, franchement, dites-moi. La rencontre Olivier Guénec, Luc Ferry. C'est exceptionnel. Là, excusez-moi. Mais là, c'est deux planètes. Je pense qu'on peut faire du monde cet après-midi avec ça. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Je vous le dis comme je le pense. Olivier Guénec face à Luc Ferry. Mais je suis geek en plus, donc on va s'entendre. Ah non, mais alors, c'est un garçon exceptionnel. Ah bah, et je le dis. Allons doucement. Oui, il va être déçu sinon. Oui. Bon, à tout de suite. Non, mais il a vu mon âge, c'est pour ça. Bon, voilà. Non, mais il y a une chanson qui est très bien, et c'est Luc Ferry qui le dit, celle de Balavoine, le chanteur. Oui, je voudrais réussir ma vie, voilà. etc. Bon, l'idée, c'est quand même que vous puissiez échanger avec les auditeurs. Et Benjamin est avec nous. Donc, Benjamin, il a 25 ans, donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune de 25 ans? Vos filles ont quel âge, Luc Ferry? Cet âge-là. Ma Clara a eu 23 ans hier et Louise a 25 ans. Et j'ai une grande fille qui a 33 ans. Voilà. Bon, et elles sont heureuses? Elles sont merveilleuses et elles sont heureuses. Oui. Bon, qu'est-ce que vous leur avez dit quand elles avaient 4 ans, 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que vous leur disiez à vos filles? Vous le direz après parce que Benjamin, il est un peu pressé et il veut également vous poser une question. Benjamin, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites, Benjamin, dans la vie? Alors moi, je suis gestionnaire d'entreprise et du coup, j'ai 27 là, depuis peu même. Ah bon? Maintenant. 27 ans. Bah, tout augmente. Est-ce que vous avez... J'adore les blagues bêtes. J'en ai quelques-unes Moi aussi, en magasin. Rassurez-vous. Bon, d'abord, est-ce que vous êtes heureux, Benjamin? Est-ce que vous diriez que vous êtes heureux? Et c'est quoi pour vous être heureux? Alors, ça c'est une vraie question que je me suis posée il y a un petit moment même. Pour moi, c'est être en accord avec soi-même au jour le jour. Voilà, ça c'est la réponse que j'ai trouvée de mieux quand je me suis posé la question. Mais est-ce que ça dépend? Par exemple, je ne sais pas si vous êtes amoureux en ce moment? Oui, par exemple. Vous êtes amoureux d'un garçon? Vous êtes amoureux d'une fille? Une fille qui est enceinte d'un petit garçon. Ah oui, donc il y a quelque chose qui arrive et qui va provoquer un bonheur sans doute important pour vous. Alors, la définition du bonheur telle que le dit ou telle que l'a dit Benjamin, être en accord avec soi-même. Mais il vient de dire le contraire en même temps, puisqu'il a dit qu'il était amoureux de quelqu'un, donc il est sorti de lui-même, et il attend un bébé qui va le faire sortir de lui-même encore beaucoup plus. Et vous allez voir, Benjamin, ces petites choses qui arrivent comme ça, de manière plus ou moins prévue, ça vous arrache des sentiments qu'on n'a jamais connus avec les personnes qu'on a aimées pareil. On a beau avoir aimé ses parents, ses frères et sœurs, ses femmes, ses maîtresses, ses maris, ses amants, ce que vous voudrez, les enfants vous arrachent des sentiments qui sont infiniment plus puissants et qui vont totalement sortir de vous-même. C'est-à-dire que les enfants, ils vous font sortir de vous-même, on cesse d'être égoïste et ils vous rendent responsable de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre en l'occurrence que vous-même. Et donc ce qui est beau dans l'amour, et c'est ça qui fait que même si les choses vont pas bien en France aujourd'hui et qu'on est en déclin, l'amour sauve, mais l'amour sauve quand il est l'amour d'autre chose que soi. C'est pour ça que je déteste le narcissisme. On est tous narcissiques forcément, on a un corps biologique, il faut s'en occuper, et puis bon, comme disait Freud, le cher moi, il est quand même toujours présent. Mais ce qui est beau dans l'amour, c'est pour ça que je déteste
cette idée de la psychologie positive qu'il faut n'aimer que soi-même, ou aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ? Non, c'est pas vrai. On peut aimer les autres sans s'aimer soi ? Non, on n'est pas obligé de passer de l'autre côté du cheval. Se détester soi-même est une catastrophe. Les gens les plus dangereux sont les gens qui se détestent. Bah oui. Mais ça, c'est une banalité à nouveau. Mais vous n'êtes pas obligé de passer de l'autre côté du cheval. Pas forcément qu'ils se détestent. Oui, mais vous n'êtes pas obligé d'être narcissique pour autant. Narcisse, c'est celui qui n'aime que lui-même. Il faut absolument lisez ça, c'est 3 pages, c'est génial. Dans les Métamorphoses d'Ovide, Narcisse, c'est le contraire du sage, Socrate. Narcisse est beau dehors, magnifique, il séduit toutes les jeunes filles, mais il est laid dedans, il est égoïste, il est narcissique, évidemment. Et il va nous donner naissance à une fleur, le narcisse. En grec, narcos, c'est le sommeil de la mort. Il va mourir, évidemment, à force de se regarder jusque dans le fleuve des enfers. Et il est atroce, d'une méchanceté sans faille. Il va rendre amoureuse de lui la nymphe Écho. Écho, ça va donner d'ailleurs le mot écho en français, qui va en mourir. Il ne reste plus que sa voix qui se répercute dans les montagnes, et c'est l'écho d'Écho, si je puis dire. Et donc Narcisse va la rendre malheureuse, et ses sœurs, des nains, vont appeler Némésis, la déesse de la vengeance, pour se venger de Narcisse, et il va en mourir. Alors, et Socrate, il est laid et beau. Voilà. Et donc il ne faut pas être Benjamin. Plus prosaïquement, Benjamin. Donc c'est pas que l'amour avec soi, c'est pas que l'harmonie avec soi, c'est ça que je vais lui dire. Voilà, c'est l'harmonie avec les autres. Je l'ai compris, mais Benjamin, vous trouvez qu'il y a aussi une part de sacrifice à faire ? Alors, moi, quand j'entends le mot narcissisme, ça me fait penser à l'individualisme du monde moderne, de notre monde contemporain, que moi, je déplore amplement. En fait, la chose je le déplore voilà, c'est quelque chose qu'on peut s'indigner tous les jours. Mais il y a un moment aussi, il faut réfléchir un peu aussi à notre modèle de société. C'est-à-dire que le contraire de l'individualisme, c'est de la communauté. Et on a, entre autres dans notre pays, pris un modèle un peu anglo-saxon, voire nord-américain de l'universalisme. Il y a un moment, il ne faut pas s'étonner que notre société, elle plonge dans l'individualisme et que les gens regardent leur nombril. De l'autre côté, on se plaint de quelque chose, et je pense que ça devrait être un élément qui devrait retenir un peu notre attention, c'est la perte du roman national. Moi, la notion de sacrifice, on se la pose tous les jours, et puis c'est un sujet qui est en train de revenir sur la table. Moi, je pourrais me sacrifier pour mon pays, pour ma famille, pour quoi que ce soit. Mais a raison en fait que on donne du sens au sacrifice, et le sacrifice il se fait. Et aujourd'hui, effectivement, il est peut-être moins présent qu'il n'était avant. Mais la question que vous posez est intéressante sur l'individualisme. C'est une banalité de dire aujourd'hui les gens sont plus individualistes qu'hier, etc. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'au fond, Luc Ferry, les choses changent ou pas ? Est-ce que les sociétés sont si différentes que cela ? Parce que quand vous lisez justement les grands auteurs, quand vous lisez Saint-Simon, quand vous lisez les classiques, etc., il y a quand même des permanences sur... on reste des humains. Donc ça, c'est certain. Micro. Non, c'est pas ça qui a changé. Moi, c'est le cœur de mon livre, pardon d'y revenir, mais c'est ce que j'appelle la spiritualité laïque. Quand j'étais gamin en 68, j'avais 17 ans, il y avait 2 grands foyers de sens en politique, c'était la nation à droite et la révolution à gauche. Tous mes copains étaient révolutionnaires à gauche, et tous mes amis de droite, il y en avait très peu d'ailleurs, étaient nationaux. Le journal des gaullistes s'appelait La Nation. Pierre Charpie, vous vous souvenez, qui était un type très bien d'ailleurs. La lettre de la nation. Voilà, la lettre de la nation. Et c'était La Nation à droite, et c'était les foyers de sens, comme dans un tableau en perspective, vous avez le point de fuite. Ça organisait tous les projets politiques particuliers. Villepin est encore comme ça, mon ami Dominique. La nation, la nation, la nation, la France, la France, la France, et puis la révolution, elle s'est effondrée à gauche. Enfin, voilà. Aujourd'hui, la vraie question n'est pas là, c'est quel monde nous allons laisser à nos enfants. C'est la question de la dette, c'est la question de l'écologie, c'est la question de la protection sociale, c'est la question de l'école. Les grandes questions politiques aujourd'hui vont se regrouper autour de cette question de l'amour, c'est-à-dire l'amour de nos enfants. Les seuls êtres, mais c'est l'humanité qui vient, c'est pas mes enfants, c'est les nôtres. Les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à faire des sacrifices. Si j'étais encore en politique, je construirais entièrement un programme politique pour retrouver du collectif autour de cette question des générations futures. C'est le seul point sur lequel je suis écologiste. Je suis obligé de vous interrompre régulièrement parce que la pause est de vous demander de mettre le micro devant vous. Voilà. Vous n'êtes pas discipliné. Non, c'est vrai. Vous savez, j'ai quitté l'école en 3e, alors j'étais pas très... oui, évidemment, j'ai fait mes études tout seul, moi.
Ah oui. Mais oui, par ce qu'on appelait le CNTE avant. Le CNED aujourd'hui, par correspondance. Et comme mes parents n'avaient pas fait d'études, j'ai fait vraiment tout seul, ouais. Vous avez piqué la À la matière fin du grise du collège. quartier quand même. Hein. Non, mais non, arrêtez de croire que je suis intelligent. En plus, c'est pas une 11h22. qualité très grande. Oui, mais alors, J'adore par cette exemple, ces artistes-là, l'émotion qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont sur scène doit rendre parfois la vie un peu fade. Et c'est pour ça que c'est le mot de Madame de Staël qu'on cite régulièrement, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Parce que ces émotions sont tellement puissantes, comment retrouver dans la vie de tous les jours quelque chose de joyeux ou d'agréable ? La créativité, quand on a la chance d'être un artiste ou un écrivain, la créativité ne vous quitte pas. Alors, il y aura une grande question qui sera de savoir si l'intelligence artificielle va nous remplacer aussi dans ce domaine-là. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, la créativité et l'amour, bon, moi j'y reviens, je sais que c'est d'une grande banalité, mais l'amour nous fait sortir de nous-mêmes. Et l'amour, il a engendré quelque chose. Et c'est ça la vraie nouveauté de l'Occident moderne. C'est la sacralisation de l'humain. Le sacré, c'est le lieu du sacrifice possible et du sacrilège. Vous touchez un cheveu des gens que j'aime et je suis prêt au sacrifice, c'est-à-dire à prendre les armes. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que la nation et la révolution sont des projets politiques qui sont morts en France, on le voit bien. Marine Le Pen n'est pas nationaliste comme était Hitler, je veux dire, c'est absurde. Et Mélenchon n'est pas un bolchevique. Aucun des deux ne veut prendre l'Élysée par les armes, c'est faux. Et donc, mais en revanche, Nicolas on est tous... est avec nous, c'est un prêtre et je vous interromps. Hein. Autrement, Non, je sais non, que non. si je vous interromps pas... Arrêtez de dire que je suis... vous que je parle trop. vous commencez votre phrase à la Tour Eiffel et vous la terminez au péage de Dourdan. Donc Bon, d'accord. Bon, Nicolas. Non, J'accepte. Pascal, malheureusement, on l'aura juste après le rappel des titres d'Émilie Dez. Voilà. oui. Alors vous, Alors, vous, me- voilà, vous- en vous me plus. faites interrompre. Luc Ferry, Ah non. philosophe de son Ah non, état. vous n'allez pas me gronder encore. Ah, hein. vous êtes agrégé de Ah, philosophie, voilà, évidemment. Bah oui, évidemment, quand même. Bon. Non, je suis agrégé de sciences politiques aussi. Pardon de me vanter, mais j'ai passé les 2 diplômes. Et je m'en vante parce que ça fait tellement plaisir à mes parents qui n'avaient pas fait d'études. Ils en Oui. étaient si fiers que je ne peux pas ne pas le dire. Bon, donc on marque une nouvelle pause, c'est Bah ça oui, déjà. Absolument, avant le rappel de titre. C'est Il y a ça. beaucoup de pauses. Hein. Les 2 Ah agrégés. bah, il n'y a que ça. À tout de suite. Vous êtes agrégé de quoi, monsieur Guénec? Alors, de la page Facebook Pascal Pro et vous. Abonnez-vous. On Ah en oui. est- C'est pas mal. C'est un bon début. Luc Ferry, vous êtes abonné? Vous êtes abonné à notre page Facebook, Luc Ferry? Je ne sais pas s'il m'entend. Non, Je est-ce l'entends que pas vous assez. êtes abonné à la Est-ce page que vous Facebook êtes de l'émission? abonné à la page Facebook de notre émission Europe 1, Non, j'ai Luc plus Ferry. Facebook ni Twitter X. Oh, Je me suis retiré de non, tous les non. réseaux sociaux parce que je supporte plus Ah, ces, super. Bon, ce déferlement la de... pause et on revient. Et Nicolas qui est en ligne avec nous, Pascal. Nicolas qui est prêtre, je crois, et qui nous appelle régulièrement. Bonjour, monsieur l'abbé, Bonjour. et merci Bonjour, d'être monsieur avec Pro. nous. La question du bonheur est une question que vous posez, j'imagine, d'abord pour le monde ici-bas, et puis peut-être pour un monde futur. Oui, mais pour le monde ici-bas, ça éclaire déjà formidablement la vie. Et mais moi, je suis persuadé, je crois que le bonheur, c'est on le trouve en donnant de soi pour le bien des autres. En donnant vous voyez, moi je viens d'une génération où un peu implicitement les parents transmettaient aux enfants que quand on a eu la joie, le bonheur de beaucoup recevoir, la vie nous fait comme un devoir de donner en retour. Et ce don en retour pour moi apporte le bonheur et en tout cas moi me fait vivre. Ah bah, il a raison. Bah, écoutez, Luc Ferry vous écoute et va pouvoir commenter. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, cher prêtre. Sœur Emmanuelle était ma meilleure amie. Elle avait écrit un livre qui s'appelait « Le paradis, c'est les autres ». Pour Oui, voilà, les autres c'est l'enfer, c'est les l'enfer, voilà. autres. Et donc le paradis c'est les autres, c'était vraiment ma meilleure amie, on se voyait très souvent, je l'aimais vraiment infiniment, elle était formidable. J'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi, qui est le ministre de la Culture du Pape, sur la signification du message de Jésus pour les non-croyants. Moi je ne suis malheureusement pas croyant, mais j'ai une immense admiration pour Jésus et pour la théologie chrétienne, et notamment pour la philosophie de l'amour chrétienne que je trouve géniale. Et je suis entièrement d'accord avec vous. J'aime beaucoup Bernard Kouchner. J'ai beaucoup d'affection pour lui, beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il a fait des choses extraordinaires dans sa vie. J'ai regardé les lettres des humanitaires et c'est magnifique. Il y a un petit recueil de lettres des humanitaires de médecins du monde Médecins sans frontières et ils expliquent qu'ils ont trouvé le sens de leur vie dans les autres, dans l'amour des autres. Et ça, je trouve ça peut paraître banal, mais ça l'est pas. C'est extraordinairement profond en vérité. C'est pour ça, encore une fois, que
je mène ce combat qui peut sembler méchant parfois, mais contre les narcisses d'aujourd'hui. J'aime pas ça. Je pense que c'est la perversion de l'amour. Donc je rejoins sur ce point-là tout à fait Mais ce vous que vient pensez de qu'il y dire a le plus prêtre. de narcisses, et ça c'est un des thèmes qui revient régulièrement dans votre livre, qu'avant? Je suis convaincu que nous vivons un changement d'époque, écrivez-vous, une faille dans la civilisation dont la grande démission est la démission tranquille, mais plus encore en arrière-fond de ces démissions, la quête frénétique du bonheur personnel, Oui. l'éloge déculpabilisé du narcissisme et du souci de soi au détriment du bien commun et du souci des autres sont les symptômes les plus profonds. Vous pensez Oui. que c'est vraiment nouveau? Oui, je pense que d'ailleurs par rapport à ce phénomène-là, qui est très très nouveau, oui, qui est vraiment radicalement nouveau, parce que je vois regarder l'histoire des guerres, 1914, la guerre de 40 que mon père a faite, il s'est évadé 4 fois des camps nazis, les gens acceptaient quand même de mourir pour la nation. Bon, quand vous regardez par exemple, souvenez-vous de l'histoire du chemin des dames par exemple, hein, c'est incroyable, le général Nivelle. 400 000 gamins vont mourir pour prendre une colline aux Allemands. Aujourd'hui, c'est totalement inimaginable. Alors, par rapport à ce phénomène de narcissisme et d'individualisme contemporain, il y a ceux qui veulent revenir en arrière. Et sur CNews, vous êtes souvent sur cette ligne-là. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. On revient à la nation, la France, la C'est nation. pas le sentiment que j'ai, mais Bon, d'accord. Enfin, Zemmour, par exemple, c'est quand même... Zemmour, c'est pas CNews. Un peu quand même, non? Non. Bon, d'accord. Je vous laisse ça. Non, En mais face de moi. c'est Bon, même, non. c'est une voix qui est D'accord. intervenue à un moment Non, donné. mais je vous écoute tous les matins. Je vois bien quand même qu'il y a un côté, la France décline, revenons aux fondamentaux. Bon. Et donc, je c'est parle pas de la PMA et de la GPA et je suis plutôt sur ces sujets-là, Eh ben, je c'est crois. bien, vous n'êtes pas... Non mais Pascal, c'était pas une insulte, vous n'êtes pas du tout dogmatique. Mais je dis pas que voilà. c'est une insulte, Non, je mais dis que il y a- revenir en Il y a arrière, chez non. CNews, il y a quand même, pardon, c'est pas une critique du tout, mais il y a un côté, Finkielkraut, il y a un côté Michel Onfray, il y a un côté décadence, on revient en arrière. Moi, ce que Sur je défends, l'autorité, par exemple, si rétablir l'autorité dans une classe, c'est revenir en arrière, alors non, oui, effectivement, non, je mais vous pense pouvez que... le faire en allant en avant. C'est ça que j'essaye d'expliquer dans ce livre. Vous pouvez par amour pour vos enfants, donc là on est en avant, on n'est pas en arrière. Par amour pour vos enfants, vous pouvez comprendre que si vous ne leur transmettez pas la loi, vous allez les rendre malades. Même s'ils veulent être révolutionnaires, il faut avoir la loi. L'éducation, c'est chrétien, juif et grec. C'est-à-dire, c'est chrétien, c'est l'amour, d'accord, c'est le plus important, mais c'est la loi, c'est Moïse, et c'est les Grecs, c'est les genres littéraires, c'est les œuvres, les grandes œuvres. Mais si vous ne transmettez pas la loi à vos enfants, si vous vous contentez de les aimer, ça ne suffit pas. Monsieur l'abbé, peut-être souhaitez-vous trancher notre débat? Écoutez-moi, en vous entendant et puis en écoutant ce que dit Monsieur Ferry, moi je me dis, il y a deux choses qui marquent notre époque. Vous voyez, pendant des siècles, les gens sont allés voir leur curé et leur curé leur ont dit, occupez-vous des autres, ça vous fera du bien. Et maintenant, les gens vont voir des coachs de vie qui leur disent « Occupez-vous de vous et ça vous fera du bien ». Eh bien, il ne faut pas s'étonner que ça donne une autre société, un autre monde. Et puis ensuite de ça, je crois très très fort que le miroir aux alouettes que nous tend en permanence les réseaux sociaux fait qu'on se prend de plus en plus pour des narcisses, ça c'est clair. Hein. On s'admire soi à travers l'image qu'on essaye de donner aux autres. Mais oui. Mais je signe des deux mains ce que vous dites, cher prêtre. Moi, je suis entièrement, mais à 1000% d'accord avec vous. On va marquer peut-être une pause et on va parler aussi politique, parce que Luc Ferry, il a plusieurs casquettes. Je citais tout à l'heure en commençant l'émission un mot du général de Gaulle. On lui demandait « Est-ce que vous êtes heureux, mon général ?» Et il aurait répondu « Vous me prenez pour un con ». Oui, c'est ça. Oui, il l'a vraiment dit, oui. Il avait tellement raison. C'est exactement, pardon, alors là, je suis un tout petit à côté de lui. Moi, j'ai une immense admiration pour de Gaulle. Moi, je suis vraiment gaulliste, alors jusqu'au bout des ongles. Mais il considérait l'idée de bonheur comme une absurdité. C'est-à-dire justement parce qu'il voyait très bien que la joie qu'on peut éprouver parfois, elle dépend des autres et pas simplement de son nombril. Et c'est ce que le prêtre vient de dire très bien. Au fond, voilà, je suis très heureux. J'ai bien fait de venir chez vous. Ça me remonte le moral. Bon. On va regarder en avant et non pas en arrière avec la politique. Et je vais demander à Luc Ferry ce qu'il pense évidemment des derniers développements du gouvernement. Ouf. À tout de suite. Bon, vous allez écouter Marion Maréchal qui était vice-présidente, est vice-présidente de Reconquête. Elle était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk et elle parle des anciens ministres de l'Éducation nationale. Écoutez-la. Tous des... Je pense que c'est une polémique qui révèle la colère des Français. C'est-à-dire qu'ils ont quand même le sentiment
que depuis des années maintenant, les ministres, parce que disons-le, tous les ministres de l'Éducation nationale en particulier ces dernières années, ont tous leurs enfants dans les écoles privées. On a quand même des ministres qui, depuis des années, mettent en place des politiques, ou en tout cas ne font rien pour contrer la faillite de l'Éducation nationale, et préservent leurs enfants et leur progéniture de toutes les politiques qu'ils mettent en place ou qu'ils ne mettent pas en place, en l'occurrence. Est-ce que lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, vos enfants étaient dans le privé? Moitié-moitié, oui. Comme beaucoup de gens, oui. C'est pour des raisons qui peuvent être des raisons personnelles. Bon. Oui, mais tout le monde dit des raisons personnelles, mais chacun les comprend, les raisons personnelles. C'est que moi, je veux pas que mes enfants soient avec d'autres enfants parfois. Non, c'est pas ça. Il faut arrêter de déconner complètement sur le sujet. Depuis la loi Lang, le privé sous contrat fait partie du grand service public. Il est intégré au service public. Donc les gens ont le choix. Le privé choisit ses élèves et pas le public. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça. Dans le privé, il y a souvent des meilleurs élèves. C'est d'ailleurs pour ça que le privé a des meilleurs résultats que le public. C'est pas du tout parce que le privé fonctionne mieux ou que les professeurs sont meilleurs, c'est parce que la sélection, par exemple à Stanislas, la sélection est féroce. Et donc du coup, comme ils ne prennent que les meilleurs et qu'ils mettent les meilleurs avec les meilleurs, évidemment, ça marche mieux. Mais encore une fois, mettre ses enfants dans le privé sous contrat, je crois que 17% des parents le font aujourd'hui, c'est à la fois légal et moral. Il faut arrêter de se déchaîner, ça tourne à la méchanceté pure et simple, contre cette dame. Elle a répondu maladroitement parce qu'elle était cernée par un journaliste de Mediapart, mais elle a parfaitement le droit, et c'est tout à fait légitime, et deux, elle touche un problème qui est réel, qui est le problème du remplacement, qui est très difficile. Donc qu'elle ait répondu avec maladresse, et ça peut arriver à tout le monde. Il est possible qu'elle n'ait pas dit la vérité. Mais ça, c'est encore plus maladroit. Bon, mais ça veut dire qu'elle ne connaît pas le milieu. Quand on connaît le milieu de l'enseignement, quand on est ministre de l'Éducation nationale, on sait que c'est un sujet qui est absolument explosif. Et donc, moi, je viens 100 000% du public, évidemment. J'étais même boursier, jusqu'à l'agrégation de philo, j'étais boursier. Bon. Mais c'est pas le problème, c'est que, encore une fois, depuis la loi Lang, le privé sous contrat fait partie. C'était d'ailleurs le leitmotiv de Jack Lang. C'est le grand service public, donc il faut pas rejeter ça. C'est absurde. Voilà. Et si on a des mauvais résultats dans PISA, c'est pas parce que le système du service public est mauvais, c'est pas vrai. Le recrutement par la Greg et par le CAPES est beaucoup plus difficile en général que dans le privé, où on peut très bien être un professeur sans avoir les concours. Bon. Mais la vérité, c'est qu'on a une hétérogénéité des publics qu'on ne voyait pas avant. Écoutez ça, parce que personne ne le dit. On a une hétérogénéité des publics qu'on ne voyait pas avant parce que les filières de relégation existaient dès le primaire. Vous aviez un primaire où dans mon enfance, on les appelait les sélectionnés. Oui, et on se moquait les CPPN, voilà. etc. Moi, j'ai connu ça. Mais est-ce que c'est bien que toute une génération aille jusqu'au bac, alors que peut-être n'a-t-elle pas les moyens d'aller jusqu'au bac? C'est pas dire que les gens sont pas intelligents, mais ils sont pas doués simplement pour faire des études. Est-ce qu'il faut des sélections? Est-ce qu'à la fin de la troisième, il faut une sélection pour entrer en seconde? Voilà des questions qui me paraissent essentielles. Oui, mais c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur du collège unique pour qu'on ait une diversification des parcours. Moi, ce que j'avais mis en place, donc ça, c'est vraiment une révolution à l'intérieur du système éducatif, c'est les classes en alternance entre le collège et puis les entreprises, les lycées professionnels et les CFA. Et ça marchait génialement. On sauvait des vies scolaires des enfants pour leur dire, on va pas te transformer en un petit ouvrier dès l'âge de 12 ans, mais on va t'offrir la possibilité de découvrir des métiers, les découvrir vraiment en entreprise, en lycée professionnel. On a des très très bons lycées professionnels. On a des très bons chefs de travaux. C'est remarquable. Vous avez des lycées professionnels très variés, comme la taille de pierre, vous avez la navigation fluviale à Strasbourg, les lycées hôteliers. Ma fille a fait un lycée hôtelier. Bon, ça peut être formidable, enfin une de mes filles. Et donc, voilà, c'est l'idée de diversifier les parcours en offrant la possibilité de découvrir des métiers dès la classe de quatrième. Ce qui frappe Luc Ferry, c'est le niveau de culture G aujourd'hui des c'est dramatique. Oui. C'est-à-dire que dans les matières classiques que sont l'histoire, la grammaire, l'orthographe, etc. Oui. Donc là, c'est effrayant ce qu'on rencontre. Et puis des gens parfois qui ont bac plus 4, bac plus 5, qui effrayant. Ne savent en gros rien. Et c'est dû à quoi 50% des 25-35 ans ne savent pas la date de la Révolution française. Oui, j'ai vu. Donc c'est dingue. Mais ça, je vais vous dire pourquoi. C'est que les professeurs ne peuvent pas enseigner si l'éducation n'a pas précédé l'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nombre de classes, c'est plus de l'enseignement, c'est du domptage. Si les parents n'ont pas fait le boulot, c'est ça.
les professeurs ne peuvent pas faire le leur. Et ça, c'est le problème fondamental. C'est pour ça qu'on a une crise énorme des vocations dans l'enseignement. C'est parce que beaucoup de jeunes et d'étudiants qui ont bac plus 4 ou bac plus 5 disent « Mais non, je ne vais pas aller me faire torturer par des potaches mal élevés à la frontière belge. » Madame Oudéa Castéra vient d'arriver à l'instant, me dit-on, à l'école littrée. Moi, je la soutiens. Je lui ai dit comme ça, si ça lui arrive à ses oreilles, elle a tout mon soutien parce qu'elle a été maladroite, mais tout le monde a le droit d'être maladroit. C'est pas, elle a pas assassiné une vieille dame. Enfin, manifestement, ne confondons pas tout. Quoi. Manifestement, pendant que vous parlez, je vois qu'il y a une sorte de manifestation. Évidemment, elle a un comité d'accueil, elle en aura tout le temps. Un comité d'accueil. Je précise que la rue Littré, c'est une petite rue de Paris qui est perpendiculaire à la rue de Rennes dans le 6e arrondissement, qui est plutôt un arrondissement évidemment chic. Ouais, dans cette école, elle est à gauche en descendant, bien, cette petite école. Ma grande fille a été pendant, je sais pas, 2 ans, je crois. Bon, nous marquons une pause avant de vous interroger sur la politique générale, cette fois-ci, et d'Emmanuel Macron, ce que vous attendez peut-être. Par exemple, qu'est-ce que vous poseriez ce soir à Emmanuel Macron si vous étiez journaliste? Rien du tout, ça m'intéresse pas du tout. En revanche... non, vous pouvez pas dire que ça vous intéresse pas du tout. Je vous assure que ça ne m'intéresse pas. Bon, alors vous allez le dire après la pause. Que les interventions de Macron ne m'intéressent plus, non. Bon. À tout de suite. De 11h à 13h sur Europe 1, avec votre invité aujourd'hui, Pascal, nous recevons le philosophe Luc Ferry qui a sorti son dernier livre, La frénésie du bonheur, aux éditions de l'Observatoire. Et on va parler évidemment un peu politique également, continuer en tout cas d'en parler. Simplement, comme Olivier Guénec est là, dit Monsieur Boubouk pour notre émission. D'abord, il voulait vous féliciter, Monsieur Ferry, d'avoir rendu l'enseignement primaire obligatoire. Je vois qu'il a une mémoire des dates exceptionnelle. Oui, puis la lettre de 1883. Puisque notre ami... non, mais je ne comprenais pas pourquoi vous vouliez me faire venir au studio. Ça y est, j'ai saisi. C'est un test sur les dates. Il n'arrêtait pas de me dire, mais c'est quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Oui, d'accord. Cela dit, c'est bien. Merci Pascal. C'est bien ma famille. Un mot sur la politique. Vous dites Emmanuel Macron, ça ne m'intéresse plus, je n'y crois plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... J'ai jamais cru d'ailleurs. Oui, mais il ne faut croire en rien ces prochaines années. Pas du tout. Il n'y a pas une personne politique qui a, grâce à vos yeux aujourd'hui, beaucoup. J'ai beaucoup un discours peut-être, une ambition. Je voterai sans hésiter pour Xavier Bertrand, David Lisnard, pour un gaulliste, quelqu'un qui représentera un gaulliste social-démocrate. Je voterai pour lui avec bonheur. Donc non, moi je. Mais vous ne croyez pas Gabriel Attal? Vous ne croyez pas Rachida Dati? J'ai beaucoup d'amitié pour Gabriel Attal. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je pense que c'est un garçon très intelligent. Je trouve qu'il a une très grande qualité par rapport à son patron, c'est qu'il parle simple et clair et qu'il n'est pas prétentieux. Ce qui est quand même, et en plus, il est intelligent. Il n'est pas brillant comme Macron. Il est intelligent. C'est pas la même chose. Et donc, j'ai grand respect, grande estime Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est le roi de la communication, qui est brillant, mais il a un handicap. Il n'a pas compris qu'il avait perdu les législatives et que quand on a perdu les législatives, il faut faire un gouvernement d'union nationale. Le débauchage, les gens ne comprennent pas, c'est la folie. Le débauchage, c'est le gouvernement le plus débaucheur qui soit, comme l'avait dit Rachida Dati, des traites de droite et des traites de gauche, mais c'est le gouvernement le moins union nationale qui soit. Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, si j'étais président, j'aurais nommé un grand gaulliste à Matignon. Grand gaulliste à Matignon, mais peu importe. Il y en a pas beaucoup des grands gaullistes. Il y a Xavier Bertrand, il y a David Lisnard, il y a Larcher, il y a Raffarin, peu importe. J'aurais nommé un grand gaulliste à Matignon, il y en a qui sont prêts à y aller, je peux vous le dire, je les connais. Et j'aurais nommé une vingtaine de ministres LR et quelques ministres sociaux-démocrates qui ont eu le courage de refuser de vendre leur âme à Mélenchon. Voilà. Comme Cazeneuve, par exemple. Bien sûr, Delga, Cazeneuve. J'aurais demandé à Hubert Védrine de venir. Ça serait toujours mieux que Séjourné qui fait que des fautes de français. Et donc j'aurais composé un gouvernement d'union nationale pour retrouver une majorité à l'Assemblée nationale sans laquelle on ne peut rien faire. Vous avez 2 freins à l'action, la dette et l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Avec une dette de 3 000 milliards d'euros et l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, la com et le sociétal vont remplacer la vraie action politique. On va faire de l'euthanasie et l'avortement dans la Constitution. Ça n'a pas de sens, voilà. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Macron n'a pas compris que quand on a perdu les législatives, il faut faire une cohabitation volontaire. Ça, c'était la solution. Pas débaucher. Débaucher des gens, ça ne sert à rien. La preuve, Rachida Dati, elle a été exclue du parti dans le quart d'heure. Donc, ça ne donnera pas une voix de plus à Macron.
à l'Assemblée. Vous voyez, ça sert à rien. Vous avez dit que M. Attal était... Votre ami Fenech a entièrement raison là-dessus, entre parenthèses. Hein. Là, vous faites référence aux émissions de CNews et Georges Fenech qui, effectivement... Oui, on dit exactement la même chose, il a entièrement raison. Je dis la même chose depuis 6 ans, mais ça n'empêche pas de saluer les autres. Dans certains milieux dans lesquels vous faites partie, il est de bon ton de ne pas reconnaître de l'intelligence aux uns et aux autres. Il y a 2 ou 3 conversations dans Paris. Il y a effectivement de dire qu'on dort 4 heures par nuit, et la deuxième conversation... Il adore dire ça. Mais c'est vrai, parce que et la deuxième conversation, c'est de dire qu'un tel est un imbécile, en tout cas qu'il n'est pas intelligent. J'ai rarement vu, en revanche, dans un dîner, quelqu'un dire « moi, je suis pas très intelligent ». J'ai rarement vu ça. Alors, je voudrais que vous me disiez votre définition, Luc Ferry, de l'intelligence. Alors, si je vous parlais de l'intelligence artificielle, je dirais c'est la résolution de problèmes. L'intelligence artificielle, c'est ça. Maintenant, je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, c'est-à-dire ce qui est lié à notre conscience humaine, que l'IA n'a pas, que l'intelligence artificielle n'a pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont incapables d'avoir une agrégation de maths, d'ailleurs j'en fais partie, mais qui comprennent les autres, qui ont cette sensibilité aux autres, qui, à mon avis, est beaucoup plus importante, qui est 1000 fois plus importante que l'intelligence pure, que l'IA, l'intelligence artificielle, possède d'ores et déjà beaucoup plus que nous. Elle est déjà bien meilleure que nous. Et donc, elle est capable d'écrire des textes en quelques secondes, elle est capable de résoudre... mon ami Roland Alexandre m'a envoyé un schéma hier qui montre qu'en diagnostic médical, non seulement l'IA est meilleure que les médecins, mais l'IA seule est meilleure que l'IA avec un médecin. C'est dingue. Voilà. Mais vous voyez, il y a 2 types d'intelligence vraiment. Il ne faut pas oublier la sensibilité aux autres. Je reviens à la question de l'amour. Voilà. Et je pense que, voilà, par exemple, je vois Gabriel Attal, cette simplicité qu'il a dans l'expression. Moi, ça me touche pour un Premier ministre et je trouve ça profondément sympathique parce que ça dit quelque chose de lui dans son rapport aux autres. Voilà. Eh ben merci, c'était intéressant de vous écouter pendant 1 heure, Luc Ferry. Et je rappelle votre ouvrage, Luc Ferry, La frénésie du bonheur. Je ne compte pas le nombre d'ouvrages que vous avez déjà écrits. 200. 200 Oui. Ah oui, effectivement. Enfin, un peu plus même, mais bon, j'ai oublié le nombre exact. Écoutez, je travaille, mon ami, c'est ça aussi. Ça fait une belle bibliothèque. Mais s'ils sont traduits dans 45 langues, ce qui fait que j'ai une bibliothèque que je ne sais plus quoi faire. Ah pardon, vous allez me dire que je parle trop. Mais pas du tout. Non. Mais Monsieur Boubouk, lui qui n'a lu, nous dit-il qu'un livre, et c'est un livre de Michel Drucker. Oui, j'en suis fier. Oh, mais attends, c'est un type bien aussi, il est formidable. Attends, mais il a un talent fou, cet homme. Mais bien sûr, sûr, j'adore dire du bien des autres. Exactement. Il est 11h58, nous marquons une pause et nous allons poursuivre évidemment cette émission et remercier une nouvelle fois Luc Ferry. À tout de suite. Merci à vous surtout.